jouer le titre contre Michael Schumacher. Donc on a tous eu l'impression que les dés étaient un peu pipés. En 5 secondes, là, il a pris la décision de me massacrer. On ne te veut plus dans la voiture. Ah, ok. Et voilà, ça s'est arrêté comme ça. Vous aviez peut-être cassé assez de voitures pour arrêter là, même. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Jacques Villeneuve. Enfin. Ça fait longtemps que j'attends, là. Ah ben moi, ça fait longtemps que j'attends pour vous parler. Enfin, on va pouvoir s'expliquer sur pas mal de dossiers. Il n'y en a pas beaucoup. Ah, bah regardez la pile. Chose importante, vous n'avez pas le droit de garder le silence pendant cet interrogatoire. Chaque réponse que vous donnerez à mes questions seront analysées par la machine de mon assistant. Vous êtes reliés, on saura immédiatement si vous mentez. Ça marche vraiment? Ça marche vraiment. Et déjà, le rythme cardiaque qui s'emballe. Ah, c'est comme avant un Grand Prix. Ouais. Vous vous en souvenez, c'était il y a longtemps quand même pour vous les Grands Prix, hein? Ouh, ouais. Ouais. Jacques Villeneuve, c'est votre nom. Oui, Vous êtes né le 9 avril 1971, c'est exact? exact. À Saint-Jean-sur-Richelieu, Saint-Jean-de-Richelieu. Sur Richelieu, avec les petits raies. Et c'est dans quel pays, ça? Au Canada. Vous étiez à l'école avec Céline Dion. Non. Taille? J'étais pas à l'école avec Taille non plus. Oh là là. Vous prenez ça complètement à la rigolade. Taille 1m68. Et des poussières. Mais c'est à l'âge adulte, ça? Oh, j'ai dû perdre un demi-centimètre avec la course. Vous savez pourquoi vous êtes là? Une petite idée? Pour dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité? Excès de vitesse, chantage, manipulation, exhibitionnisme, dénonciation calomnieuse. Vous connaissez cette région? Oui. Belle région, Oui. en Suisse, Oui. Cossu, Mhm. collège Alpin Beau Soleil, Oui. à Villars-sur-Olon. Oui. Bravo. Collège Ça a privé. dû être dur à trouver comme information. Eh ben, la vérité, c'est que vous n'étiez pas franchement bon élève. Avant d'arriver au collège, c'est vrai, une fois au collège, je suis devenu un bon élève. Pourquoi? La peur de l'autorité? Vous respectez un petit peu l'autorité alors? Non, c'est qu'il y a eu un gros changement après la mort de mon père. Tant qu'il était vivant, j'étais dernier de classe. C'était très compliqué. J'avais redoublé la 6e. J'étais un vrai cancre. C'était vraiment compliqué. Je pense que j'avais 6 de moyenne en 6e. Donc c'est dur. Hein. C'est râle et pâquerette. Je suis revenu à Monaco. Et les premiers 3 mois, pareil, ça continuait dans la même lignée. Donc là, à partir de Noël, c'est Patrick Tambay d'ailleurs qui nous a beaucoup aidés. Et finalement, j'ai pu m'exprimer. Et je suis passé de dernier de classe à faire partie des meilleurs de la classe. À 16 ans, il se passe un changement. Vous arrêtez les sports de glisse pour passer à la piste, à la route. Pourquoi? C'était pas assez dangereux, la neige? J'ai toujours su que j'allais faire de la course de voiture. Tout ce qui s'est passé avant, c'était en attendant, de toute façon. Donc je savais que j'allais pas finir étudiant, que j'allais pas terminer ma vie en tant que skieur professionnel ou autre. Je savais que j'allais faire de la course automobile, que ça allait être ma carrière, et j'attendais juste le moment. Vous débutez le sport auto en Coupe Alpha en Italie. Quand on s'appelle Villeneuve, ça doit pas être bien compliqué quand même de trouver un volant en Italie. Dans le piston, C'est vrai que ça aide. C'était pas le vrai début de carrière. Là, j'ai fait 3 courses en fin de saison c'était une voiture de tourisme, mais c'était pas une voiture de course. C'était un peu compliqué, mais moi je m'amusais. Donc je me dis tiens, tu veux venir rouler un peu? Ah, ok, pourquoi pas. Et donc c'était assez amusant. Je me rappelle pas si j'avais 16 ou 17 ans. En préparation des vrais débuts qui étaient en Formule 3. l'Italie, le Japon, les États-Unis, vous avez la bougeotte, c'était Oui. pour fuir quelque chose ou parce que personne vous supportait assez longtemps? J'ai passé toute ma vie à déménager, à suivre mon père, donc à suivre sa carrière. Et même après sa mort, il y a eu le collège, après il y a eu les courses en Italie, au Japon, c'est vraiment une habitude. Mais c'est vrai que lorsque j'y pense maintenant, et puis avec des enfants, on essaye de se calmer un peu, mais ça fait partie des habitudes. Les déménagements, non, ça a été pour suivre les opportunités de carrière. 10 mars 1996, ça vous dit quelque chose? Non. Oui, ça doit être Melbourne, le premier Grand Prix. Votre premier Grand Prix de Formule 1, vous partez en pole position. Un débutant, pole position de son premier Grand Prix. Je pense que c'était déjà arrivé, non? Il n'y avait pas Fittipaldi qui avait déjà fait ça? Enfin, il n'y en a pas eu. C'est pas arrivé depuis. Quoi, la F1, c'était trop facile pour vous ou Non, c'était votre voiture qui était trop facile? La voiture était compétitive, clairement. Mais j'avais Dave Monil à côté de moi qui était hyper rapide et qui connaissait bien la voiture.
Ce qui m'a aidé par rapport aux nouveaux pilotes en F1 aujourd'hui, c'est qu'on faisait des kilomètres et des kilomètres d'essais. Tout le mois de janvier, 5 jours par semaine, on était à Estoril au Portugal, on tournait, donc on arrivait quand même avec un bon bagage de roulage. Et l'autre chose qui a joué en ma faveur, c'est que c'est un nouveau circuit. Donc Damon n'avait pas d'habitude, et ça m'a permis de faire la différence. Par contre, les 2 Grands Prix suivants, j'ai pris une seconde en qualif de Damon. Le circuit qu'il connaissait bien, que l'équipe connaissait bien, il avait déjà ses réglages. Mais là, tout était nouveau pour tout le monde et j'ai pu faire la différence. Vous ne gagnez pas, fuite d'huile, vous êtes deuxième, Damon, votre coéquipier s'impose. Melbourne, ça m'a un peu énervé parce qu'on avait la course en poche et où il y avait une fuite d'huile dans les virages, la lumière rouge s'allumait pour la pression d'huile et là l'équipe m'a dit de ralentir, de laisser passer Damon. Sinon le moteur allait sauter. Et j'ai appris il y a pas longtemps par certains ingénieurs que en fait, même si je ralentis pas, le moteur sautait pas, que c'était peut-être mieux pour l'équilibre de l'équipe de ne pas prendre ce risque-là. Donc ça m'a un peu énervé. Par ça aurait quand même bien changé la. Pas grave. C'est un complot? Non, ça faisait longtemps que Damon était là et il fallait que l'équipe reste cohérente. Et je savais que 97 allait être mon année et que 96 était celle de Damon et que j'avais beaucoup à apprendre de lui. Donc c'est pour ça que ça m'a pas dérangé. Si ça avait été en 97 ou contre un autre coéquipier, ça m'aurait peut-être dérangé, mais contre Damon, non. Il était là, il avait énormément d'expérience et j'avais encore beaucoup à apprendre. Ouais. C'est quoi ça? Ah bah je vous demande, c'est quoi ça? C'est pour se peser. Ouais, on peut appeler ça un pèse-personne, on peut appeler ça une balance aussi. Oui. Vous avez balancé, Damon? Balancer? Qu'il se fasse virer pour vous faire la place, pour avoir le numéro 1? Non. Non, franchement, comme j'ai dit, Williams ne gardait pas ses champions. Ils avaient déjà en tête de prendre Frentzen et ils ont vu en début 96 que oui, j'étais capable d'aller me battre. Et donc, ils avaient fait le choix, ils ont pris le choix très tôt de me garder. Et il fallait faire de la place pour pouvoir ramener Frentzen. Sauf que lui, on lui fait pas, il avait tout compris. S'il vous étrangle, il sait d'où ça vient, ça? Non, mais ça montre bien qu'on avait quand même une bonne ambiance. Il y avait vraiment Ah bah oui, moi j'étrangle souvent mes collègues, ouais. Très bonne ambiance. On avait quand même des passés assez semblables. Lui était fils de pilote. Et c'est marrant parce que quand j'étais petit, sa sœur est venue faire la nounou une saison chez nous. Après l'eau, elle a passé l'hiver et c'était notre nounou qu'on avait, je sais pas moi, 12 ans. Donc lui, il vous a bien accueilli en arrivant des États-Unis. Parce que vous arrivez en F1, champion aux États-Unis, vous appelez Villeneuve, fils de la légende Gilles Villeneuve. Le monde de la F1 vous a bien accueilli ou vous a regardé de travers? Je sais pas, j'ai l'impression bien accueilli. Mais je m'en suis jamais trop soucié. J'ai toujours fait à ma manière. Donc je suis arrivé avec mes expériences et j'ai continué de travailler avec mes habitudes. Vous n'avez pas répondu à la question. Vous ne parlez pas de l'équipe, les autres pilotes. Oui, quoi? Ah bah vous parliez aux autres pilotes, vous étiez sympa avec eux, ils étaient sympas avec vous, ils ont dit bon, bienvenue. C'est comme des potes d'école. On est assis ensemble, donc on rigole. Sauf qu'on était un paquet habité à Monaco. Et ça ressemblait à quoi? Une soirée à Monaco entre pilotes, c'était qui dans les années 90? Moi, c'était Coulthard. C'était mon pote de fête. 96, 97, c'était mon pote de fête. Et ça commençait par un coup de fil, bon, on va se boire un café, et puis le café terminait à 6h du mat. On sort, mais en fait, derrière, après, on se fait des sales coups, quoi. C'est un peu faux cul, le monde des pilotes, non? Non, pas de sales coups, mais ça se parlait sur la piste. Parce qu'il y avait moins de décisions des commissaires. Donc, si on se faisait bloquer sur un tour qualif, eh bien, rebelote, on bloquait l'autre le tour d'après. Et après, on repartait à zéro, ça allait. On se disait, ah, mais pourquoi tu m'as bloqué? Mais tu m'as bloqué le tour d'après. Je savais que tu allais me bloquer parce que désolé, j'avais fait exprès. Bah ouais, bah tant pis pour toi. Et puis après, c'était bon. Vous avez eu envie parfois d'en coller un au mur ou vous avez donné envie à un autre de vous faire du mal? Dans les deux sens. Mais des noms. J'en ai eu un contre Fisichella, d'ailleurs, ça c'est resté parce que après, il est venu me parler dans la voiture, c'est resté filmé. Mais c'était rapide, c'est juste pour dire, oh, tu m'as saoulé là. Tu m'as saoulé, donc je un petit doigt et puis hop, et puis on continue. Et lui, il faisait la même chose le tour d'après. Et c'est pour ça, les commentaires passaient très très vite, mais c'était pas filmé généralement, donc ça allait. Ça se fait plus parce que maintenant, ils sont tous en train de se dire à la radio pour essayer de mettre la faute sur l'autre, pour passer un message pour que les commissaires passe une pénalité. Nous, on n'y pensait même pas. C'était le message qui durait. Un petit doigt et ça repart. Voilà, le petit message de 50. Oh, c'était pas cool ce que tu m'as fait. Ne me le fais plus. Ah non, il y en a un avec maintenant. Ah, ça revient. Ah, ça alors, ça revient. Montoya, à Montréal. Voilà. Juan Pablo Montoya, pilote colombien. Ouais. Montréal, Ouais. début des années 2000 alors à peu près. Il y a eu lui et Zanardi, c'est les deux qui. Ah bah c'est bien. Les noms comme ça revient. Oui, c'est vrai. Alors racontez-nous. On commence par Montoya. Montoya, il me bloquait, il sort des stands, c'était à Montréal et il bloque exprès. Il le faisait exprès. C'est sa faute. Vous étiez. Ça oui, non, ça oui. Après quelques virages plus tard, donc moi mon tour était foutu. On sort des stands, donc je ralentis dans une chicane pour lui dire oh. Et lui il me rentre dedans.
et il me casse la suspension. Il m'a dit 2-3 trucs qu'il ne fallait pas, donc je l'ai pris par le cou. C'est-à-dire? Un truc qu'il fallait vraiment pas dire. Donc là, je l'ai pris par le cou, les commissaires sont venus, ça c'était pendant le briefing des pilotes. Et après, j'ai expliqué ce qu'il m'avait dit, et là, après, tout s'est calmé, et puis c'est bon, après, ça a été. Et vous, jamais fait un sale coup en piste? Je pense pas, non, pas souvenir, pas exprès en tout cas. Non, ça le coup, ça veut dire que c'est prémédité, on y pense, on veut mettre quelqu'un dans le mur. Mon père était très droit, c'est-à-dire il prenait beaucoup de risques, mais il avait des règles de conduite sur ce qu'était un pilote, ce qu'on avait le droit de faire ou pas, le respect des compétiteurs. Mais il y a de plus en plus de règles, donc les pilotes se tiennent de moins en moins à ces règles non écrites, humaines, de base, de compétiteurs et de respect, et vont de plus en plus chercher en disant non, mais c'est marqué, j'ai le droit de faire ça, alors qu'en fait non, ce sont parfois des trucs complètement inacceptables. Vous avez plus l'état d'esprit presque romantique de la génération de votre père. Qu'est-ce que vous gardez de cette philosophie de votre père? Oui, parce que les pilotes risquaient leur vie à chaque fois qu'ils montaient dans une monoplace. Ils n'allaient pas se mettre des coups de roue. Il y avait des accrochages, il y avait des accidents, il y avait des erreurs, mais ils ne jouaient pas avec leur vie l'un contre l'autre. Il y avait ce respect incroyable parce que justement, il y en avait un paquet, il y en avait plusieurs qui mouraient par saison et d'autres qui se faisaient très mal. Donc à chaque Grand Prix, à chaque journée qu'ils montaient dans la voiture, ils savaient que c'était peut-être leur dernière fois. Et le problème, c'est que lorsqu'on regarde les courses aujourd'hui, ce sont des monoplaces incroyables, qui sont hyper rapides, techniques, donc c'est grisant à rouler, mais il n'y a plus cet aspect de devoir vraiment connaître où est la limite. On vous attendait depuis tellement longtemps, on est nombreux à vouloir vous poser des questions. Donc il y a ma collègue qui va maintenant vous interroger sur d'autres thèmes. Ça, c'est une surprise. Je m'attends au pire. Oui. Jacques, Moi. on se connaît bien. Toi et moi, on se connaît On va bien. essayer de faire l'accent. Je fais très bien l'accent. Non, je n'ai encore rencontré personne capable de copier, de le faire à la J'ai perfection. tout appris de Julien Febvre. Je sais parfaitement faire l'accent. C'est pas toi qui vas me dire le contraire. Bon, Jacques, Oui. nos deux pères étaient des héros, des légendes de leur sport. Puis il était bien chum. On se connaît bien. Moi, j'ai galéré pour être aux Ouais. côtés du détective Dupin, Ok. qui a fait du boulot pas mal, mais j'ai pas l'impression que ça... Bon. Moi, j'ai galéré, tu peux pas imaginer. De l'école de police pour arriver à être détective, des cas non résolus. Ok. J'en ai couché des gars, je peux te dire. Moi, je suis passé par des étapes très, très difficiles. Bon, je suis pas là pour ça, en fait. Moi, je suis là pour te poser des vraies questions. Un truc qui va te chafouiner un peu, tu vois, qui va te déranger, là, au plus profond de ton petit cœur. J'ai une source très sûre qui m'a dit que tu avais des habitudes un peu étranges. Sûrement. oui. Et il faut qu'on fasse le point, parce que là, manger une tartine de beurre sur laquelle tu mets une couche de beurre de cacahuète, sur laquelle tu mets une couche de Nutella. Je sais pas à quel point on est proche de mettre du fromage et de tremper dans le café. Non. Beurre de cacahuète, c'est une base. Ça reste. Et après, c'est confiture, fruits rouges En plus, ou Nutella. Un des deux. Les deux, ça se mélange pas. Ou sinon, Toujours ça, plus. oui, ou ça peut être confiture et fromage, s'il n'y a pas le beurre de cacahuète. Mais c'est un truc très nord-américain. très dégueulasse. Non, très nutritif. Beurre de cacahuète, c'est très bon. C'est bon pour la santé. Pas de bedaine? Non, là, je suis vraiment chanceux. Il y a une source qui m'a dit que tu avais une petite superstition aussi avec tes caleçons de course. Toujours les mêmes pendant un an? Non, ça c'est pas vrai. Pendant un an. Non, ça c'est C'est ça, pas déjà. moi. Non, c'était mon coéquipier, ça. C'était Massa qui a mis le même slip toute la saison sans le laver. Ça c'est deg. Donc non, moi fallait que je me change à chaque fois un sous-vêtement propre. Non, ça c'est complètement l'opposé. Je souffre en remettant un déjà utilisé. Vraiment, c'est un truc qui me même pareil avec les habits. Je vais pas mettre des jeans de Gênant. journée d'affilée. J'ai du mal à remettre. Oui, ça c'est non. Donc c'était pas moi, c'était mon coéquipier Massa et ça c'était vraiment deg. Oui. Et ça balance. Ouais. C'est tout pour moi. On va parler caleçon, slip, Chaussettes. c'est pas mal. C'était un peu personnel quand même. Jamais deux fois la même tenue, comme la reine d'Angleterre. On a des moyens. On a fait une petite perquisition chez vous. On a trouvé toutes sortes de choses. Vous êtes inquiet? Oui. Il y a des choses à cacher chez vous. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi l'idée, là? C'est mes chemises de bûcheron québécois. Et pourquoi le week-end, vous allez couper du bois, vous allez chasser l'élan, vous faites quoi là? J'ai toujours aimé les chemises à carreaux, je sais pas.
Je sais pas d'où ça vient, ça clairement ça vient Ah pas bah, du- c'est la question, d'où ça vient. Je pense que ça vient un peu des années 80 ou 90 où on met c'est souvent toujours chemise ouverte sur un t-shirt, parfois En une deuxième 2025, chemise. vous avez conscience. C'est pas grave, parfois il ne faut pas évoluer. Comme ça a été le cas avec les chemises. C'est quand même incroyable, juste aujourd'hui, vous n'avez pas mis de chemise à carreaux. Non, parce que il y avait rien à gagner aujourd'hui. Là, faut que je sois sur la défensive. C'est pas pareil. Poulet, donc ça va être savoir avec Damon Hill, c'est ça? Ah bah tiens, là, il n'y a pas besoin de... Qu'est-ce que c'est que cette histoire de poulet? C'est une histoire qui ressort. C'était plus des meetings à 50 ingénieurs. Et je sais pas, moi j'avais faim et puis c'était pas la cuisine d'aujourd'hui. Hein. Je sais pas ce que j'ai eu à manger, mais ça me plaisait pas du tout. Et lui, il arrive avec une assiette de poulet, donc j'ai essayé de lui piquer son poulet. Donc là, il m'a bloqué. C'est devenu maintenant quelque chose d'assez rigolo, mais ça l'avait beaucoup marqué à l'époque. Moi, j'avais complètement oublié, mais lui, ça l'avait choqué. Damon Hill ne partage pas son poulet. Non, il partage pas son poulet. Vous finissez pas vos frites, mais vous allez piquer dans l'assiette d'à Oui, côté. oui, ça va. Ça va. Non, il n'avait pas encore touché son poulet. Voilà, c'est pour ça, il était encore neuf, tout blanc. Donc la seule embrouille avec Damon Hill, c'était pas en piste, c'était pas dans le garage, c'était pas en briefing, c'était pour une histoire de poulet. Ouais, c'était ce poulet-là. Je pense que c'est le. J'ai aucun souvenir d'embrouille avec Damon durant toute la saison. Rien de direct. Il y avait un beau combat en piste au championnat, mais on n'a jamais eu d'embrouille. Pas eu d'embrouille avec Damon Hill. Mais Et avec lui, là, vous aimiez le laisser derrière, là tout flou, là derrière vous? on s'est toujours bien entendu avec Jean Todt. Donc ça, il n'y a jamais eu de souci. Schumacher, oui, clairement, parce qu'on se battait pour le championnat. 1997. 97, on a eu des embrouilles en 96. Schumacher n'aimait pas se faire battre. Parce que vous aimiez vous faire battre, hein. C'était vraiment un truc... Il y a une différence. Se faire battre parce que l'autre a fait un beau dépassement, on nous a eu. Ok, bravo. Maintenant, va falloir que je fasse mieux. Là, le problème, c'est que je l'ai doublé par l'extérieur du dernier virage à Estoril, qui est un virage qui ressemblait un peu à un virage de piste ovale. D'ailleurs, j'en avais parlé avec mon ingénieur, toute l'équipe, que pendant la course, j'allais doubler quelqu'un à l'extérieur. De Vantard, encore une fois. Ah oui, et c'est mon drôle. ingénieur, dont Jock, me dit, écoute, dis-nous à quel tour, comme ça, je viens chercher les morceaux qui restent à la cuillère, parce que c'est pas possible. Et donc c'est arrivé pendant la course, et ce qui est génial, c'est que c'est arrivé sur Schumacher. Et ça l'a vexé. Et ça, on est en 96, et l'année d'après, en 97. Vous jouez le titre contre lui, contre Michael Schumacher, Ouais. jusqu'à la dernière course, la finale à Jerez de la Frontera. Oui. Et avant même que ça commence, c'est quoi votre côté américain, trash talking, on met la pression dans les médias. Non, ça avait commencé on dit qu'il y a des avantages pour lui, vous ça a aviez été commencé à pénalisé au Suzuka. Japon, voilà, c'est Voilà, ça. c'est ça. Ça a commencé la course d'avant au Japon, où j'avais 9 points d'avance, c'était 10 points pour une victoire à l'époque, donc on avait le championnat pratiquement en poche. Sauf que le vendredi, je pense que c'est le vendredi matin, premier tour de chauffe, et la longue ligne droite de retour, il y a une voiture arrêtée sur le bas-côté avec des drapeaux jaunes. Bah, la voiture est arrêtée, très bien, et puis on continue. Et c'était le premier tour en sortant de la voie des stands. Et là, les commissaires ont décidé de me disqualifier complètement de tout le week-end. Ça semblait un peu exagéré, parce qu'il n'y a jamais eu de pénalité comme ça, et depuis, il n'y en a plus eu. Donc on a tous eu l'impression à l'interne que les dés étaient un peu pipés. On a quand même décidé de participer à la course pour peut-être aller en appel après. Et le but, c'était de rouler lentement et que quelqu'un double Michael pour pas qu'il gagne la course. Sauf que tous les autres pilotes avaient peur de se mêler au jeu, donc tout le monde roulait au ralenti. Donc on est arrivé au dernier Grand Prix, 1 point en retard. Et c'est là où les jeux politiques ont commencé. Schumacher a été chez Ferrari parce qu'il fallait que Ferrari gagne. Ça faisait longtemps qu'il ne gagnait pas. C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai décidé de mettre pas mal de pression sur Schumacher en rappelant aux médias et à la fédération de quelle manière Schumacher avait gagné ses 2 championnats contre Damon Hill, en le mettant dans le mur. Ouais. C'est un peu grâce à... C'est lui qui a essayé de vous sortir. On va regarder. Ouais. Grand Prix d'Espagne, vous attaquez Michael Schumacher, qui est dans la voiture rouge, vous êtes là, Coup de volant. vous doublez, il vous donne un coup de volant. C'est votre vision du truc. Ouais. Lui, il abandonne, Ouais. vous êtes champion du monde. Non, pas encore, il faut terminer la course. Ce qui est surprenant, c'est qu'il se soit tanké dans les graviers. Avec de l'élan, normalement, on ne se tankait pas, mais il s'est arrêté. Après, il a essayé de repartir, donc heureusement, parce que moi, ça m'a permis de ne plus attaquer. J'ai ralenti pour préserver la monoplace. Le socle qui tenait la batterie avait cassé et la batterie tenait que sur les câbles. Et elle ballottait sur les 2 câbles électriques. Ça aurait dû lâcher. Mais j'ai ralenti, je freinais plus tôt, je n'accélérais pas fort, j'évitais les vibreurs. C'est ce qui a permis de terminer le Grand Prix. Avec Jean Todt, vous dites pas d'embrouille, vous l'avez quand même pas accusé d'avoir demandé à d'autres pilotes de vous bouchonner en piste? Fontana m'a bloqué pendant la course et c'est lui-même qui a dit plusieurs années après que Sauber lui avait demandé
de me bloquer pendant la course pour aider Ferrari à gagner le championnat. Donc, et lui, il a joué le jeu. Parce qu'il avait un moteur Ferrari. C'est ce qu'il m'a dit après quand je l'ai croisé. Écoute, je suis désolé, j'ai dit non, en bout de ligne, c'est bon, j'ai gagné. Mais en même temps, ça lui a quand même coûté cher de jouer à ce jeu-là. Dans ce contexte, quand vous finissez cette course, chaque tour, vous passez là. Non, ça, c'est le tour suivant. Oui, Un tour. justement, il est debout là sur le muret, décasqué. Je me souviens de le regarder. Je me souviens d'arriver au freinage et de le voir debout sur le mur en train de me regarder. C'est une image qui m'avait marqué, qui m'a vraiment frappé. Et vous dites quoi? Ah, je rigolais, j'étais content. Je te dis, ah yes, c'est bon. Vous prenez plaisir à voir ça, de l'avoir annoncé, de y gagner Bah oui, parce que moi je voyais, c'est bon, c'est ce championnat là maintenant que je peux aller chercher si j'arrive au bout du Grand Prix. Et je me souviens de le regarder. Et il y avait un truc qui était très spécifique chez Schumacher, il ne transpirait jamais. Et ça m'avait rempli de fierté parce que c'était un pilote très très difficile à pousser. C'était le pilote le plus compétitif, un des plus compétitifs de l'histoire, rapide. Et là, d'avoir été capable de le repousser un peu dans ses tranchées, ça a amené un peu de fierté. Il y en a qui disent que si Schumacher vous tourne pas dessus, vous tirez tout droit parce que vous freinez pas. Si au contraire il vous laissait passer, c'était vous dans le gravier et lui qui gagnait. Lorsqu'il m'est rentré dedans, ma voiture a décollé, donc j'ai moins freiné à cause de l'accrochage. Et pour une fois, c'est lui qui a payé le prix de l'action. Vous souriez, vous aviez envie de sortir les mains, sortir les doigts, là, comme avec Fisichella, non, j'étais ok, maintenant c'est fait, maintenant il faut aller chercher le championnat. J'étais concentré sur le championnat. On a là des dossiers, on est loin d'avoir fini. Blond, rouge, violet. Ben, blond, rouge, ça fait un peu malade hein, quand même. Ça fait pas en grande santé. Et maintenant déguisé en Père Noël. Exactement, sauf que j'ai pas la hotte avec les cadeaux dedans. Non mais c'est quoi l'idée? C'est toujours se grimer, changer pour pas être reconnu? Non, je me suis amusé. Alors la première fois, c'était en 97, c'était juste après le Grand Prix de Montréal. Je suis rentré, j'ai vu un film, Trainspotting. J'ai trouvé ça très, très marrant et puis ils avaient les cheveux périxodés. Oh, c'est cool ça, pourquoi pas. J'étais chez mon coiffeur, je dis tiens, fais-moi ça. Il me dit mais t'es fou? Non, fais-le. Donc je me suis amusé comme ça, sauf que je n'avais pas prévenu mon management, je n'avais pas prévenu l'équipe, je n'avais pas prévenu mes sponsors. Parce qu'on avait un photoshoot en plus à faire juste avant Manicourt et donc je suis arrivé. Coucou, c'est moi. Et là, il y a eu un peu un choc. Vous aviez payé en plus hein, pour ah bah oui. le coiffeur. Bah oui, faut s'amuser. Voilà. Et après, ces perruques. Bon, je vais pas vous demander de la mettre. Ça j'en ai jamais mis. Ouais. Essayez? Non, essayez. Non, mais qu'est-ce que ça donne? Ça donne quoi alors? Pas mal d'avoir des cheveux quand même. Hein. Dans les années 70. Ah oui. 97, vous êtes champion du monde. Ouais. Et vous demandez, vous imposez à tous les mécaniciens de mettre. Non, mais personne fait ça volontairement, de mettre une perruque jaune ridicule. Si, ça c'était vraiment. C'est encore votre pouvoir de persuasion, manipuler les gens, obliger à porter des perruques. Et ça c'était un moment incroyable. Parce que de ridicule. Non, ça m'avait touché parce qu'il m'avait pas prévenu. Enfin, c'était tout le groupe français de l'équipe Williams de l'époque qui avait eu cette idée. Mais encore maintenant, je croise parfois des femmes qui disent à cause de toi, mon mec à l'époque, il s'était fait blond. Et c'est là où je me rends compte que combien de gens je touchais justement en gagnant des courses. Vous gagnez, vous êtes champion, on va dire vers 16h. Il se passe quoi le soir? Ah, méga fête. Mais c'est pas ça la question. Non, il paraît que le bar est fermé, mais Jacques Villeneuve ouvre le bar. Oui, le bar est fermé. Nous, on rentre de boîte, on rentre à l'hôtel qui était à côté du circuit. On était une vingtaine, on n'était pas, peut-être moins. Et là, il y avait des poubelles en plastique, donc Patrick en prend une, commence à faire du tam-tam, on commence à chanter, donc on était euphorique. Et tout d'un coup, quelqu'un arrive avec les clés, nous ouvre le bar ouvert là. Bon, donc moi je vais derrière le bar, je commence à faire des cocktails pour les quelques-uns qui sont là, on est de bonne humeur. Et arrive Michael et sa femme, et il a une des perruques jaunes des mécanos Renault. Vous dormez dans cet hôtel, vous l'avez réveillé en tapant sur les poubelles? Non, il dormait pas dans cet hôtel. Il a juste débarqué, bon, ok, très bien. Il vient derrière le bar avec moi, il se met la main autour de moi, il fait des cocktails et sa femme prend des photos. Ok, génial, sympa, et il sourit, on passe à autre chose. Bon, très bien, c'est bonne guerre, le championnat est fini, on passe à autre chose. Et une semaine après, je me réveille et dans les tabloïds, dans les journaux allemands, la photo, marquée la preuve que j'ai rien fait de mal, Jacques est pas fâché, un truc dans le genre. Alors ça m'a dérangé parce que ils ont utilisé mon moment, donc ma soirée, mon championnat, pour en faire des photos, pour déculpabiliser. Ça c'est vraiment ce qui a vraiment mis de la glace et coupé toute relation possible. Vous n'êtes jamais reparlé? Si, parce qu'on se croisait. Mais c'est quelque chose qui s'est passé en dehors de la piste, prémédité, qui a été construit, qui selon moi a dépassé les bornes. Donc ça nous avait fâchés. Donc il a voulu qu'on ait un meeting à Melbourne avant le premier Grand Prix.
Je dis écoute, je suis pas content, c'est pas cool. Ah non, j'ai jamais fait ça. Et il s'est fâché. Je dis non, ça c'était inacceptable. Donc soit tu dis écoute, sorry, et on passe à autre chose. Et tu admets et tu acceptes. Sinon, tant pis. Et il a jamais voulu passer à autre chose. Donc tant pis. C'est dommage aussi, il y a son accident au ski il y a plus d'une dizaine d'années. On doit souvent vous demander des nouvelles, mais Personne n'a de nouvelles. cette situation, vous vous dites, j'aurais bien aimé rediscuter. Comment vous... Oui, parce que avec les années qui sont passées, je sais que quand il est retourné chez Mercedes, on a pu se serrer la main, c'était un peu plus simple. Et oui, j'aurais été curieux de pouvoir discuter plus calmement après toutes les années passées. Oui. Vous n'avez jamais eu la possibilité de le faire, mais est-ce qu'il reste votre plus grand rival? Oui, en carrière. Ça a été le rival. Un Villeneuve chez Ferrari, comme votre père, toute l'Italie en rêvait. Pourquoi ça s'est jamais fait? Ça aurait été bien, un duo Schumacher-Villeneuve chez Ferrari. Parce que jamais j'aurais signé un contrat de pilote numéro 2. C'est ce qui était dans les contrats des autres pilotes, Irvine, Barrichello. Et en même temps, c'était l'ère Schumacher chez Ferrari, donc il n'y avait pas de place pour un Villeneuve. C'est quelque chose qui m'avait toujours dérangé. Il fallait d'abord que j'accomplisse mes propres résultats, ma propre histoire. S'appelait Jacques Villeneuve et pas le fils de Gilles. Oui. Ça vous a pesé, ça, le fils de Gilles? Ça aurait pu. Ce qui m'a pesé, c'est pas d'être le fils de Gilles, parce que j'étais super fier d'être le fils de mon père. Non, ce qui m'a pesé, c'est que j'avais jamais le droit à donner une vraie réponse quand ça concernait mon père. On me disait « Ah, tu fais de la course parce que tu veux continuer ce que ton père faisait, c'est génial. » Je dis « Non, je fais de la course parce que j'aime ça. » Comment ça? Tu insultes ton père? Non, moi j'aime faire de la course. C'est pas pour copier. Et là, tout de suite, je me suis rendu compte que trop de gens, et surtout de journalistes, des anciens journalistes, vivaient encore avec ce romantisme. Et donc, soit je disais ce qu'ils avaient envie d'entendre, ou alors je les fâchais. Donc j'ai préféré couper, ne plus répondre. Je n'avais pas la liberté de réponse et de dire ce que je pensais vraiment. Donc c'est ça qui m'a dérangé. À partir du jour où vous êtes champion du monde, vous ne gagnez plus un Grand Prix. 1998, Ça fait mal. votre carrière tombe. 98, c'est quoi? C'est la sortie du film Titanic, comme par hasard. Votre carrière, ça devient Titanic à ce moment-là. Oh là là. C'est avec Céline Dion, c'est ça? Toujours ce lien? On peut l'avoir côté résultat en piste, oui, mais c'est loin de la réalité parce que j'ai, avec Greg Pollock, construit une équipe de Formule 1. Vous créez une écurie de Formule 1, vous quittez Williams. Oui, parce qu'on crée une équipe de Formule 1 qui aujourd'hui est Mercedes. Bar, on va au bar comme ça, voilà, c'est super, c'est bien choisi comme nom. BAR, c'était l'autre gros partenaire. Et je gérais pas l'équipe parce que j'étais concentré sur le pilotage. Et ça prenait, entre les essais et le pilotage d'entraînement, il n'y avait pas le temps de gérer toute la partie politique. Et ça m'a coûté très cher. Parce que j'ai pas suivi ce qui se passait avec le navire jusqu'à ce qu'on décide de changer d'équipage. J'ai décidé de donner ma confiance, de prouver à Craig que j'avais confiance en lui, que c'était mon gars. Et quelque part, ça m'a fait aller contre Richards. Et là, il s'est monté contre moi et ça a été le début de la fin. Qui était le nouveau patron. Oui, qui était le nouveau patron. Et c'est à ce moment-là où il a engagé Jenson Button, qui n'avait pas encore gagné de Grand Prix, qui avait donc pas beaucoup de saisons dans les poches, mais en annonçant à tout le monde, à tous les médias, que c'était lui le futur champion, le pilote de BAR, alors que c'était mon équipe. Après, il y a eu un peu de problème avec Jenson lorsqu'il a joint l'équipe, où je l'ai traité de boys band et ainsi de suite. Donc c'est là où vraiment il y a eu le plus gros combat entre coéquipiers pendant un moment, mais ça venait à nouveau de la tête de l'écurie, qui a un peu forcé la situation. Dans le motorhome de votre écurie, vous faites installer Internet. Ouais. Ça existait à peine, Internet, à l'époque. Ça devait pas aller bien vite, mais... Ouais, c'est gênant. Oui, parce que je jouais beaucoup aux jeux de rôle online à l'époque. C'est le début des gros jeux, les MMO, là, donc où il y a 100 ou 200 ou 300 connectés pour aller tuer un dragon. C'est quoi votre surnom? Jacouille le malicieux? Mon premier personnage, il s'appelait Sliss Pliskin, c'était sur EverQuest. Et j'avais Tige McNibar aussi. Oui, McNibar, c'est classe, ouais. McNibar, je sais, c'était... Il en a honte, ouais, il en a honte. Et après, j'ai changé, j'ai commencé à jouer à Dark Age of Camelot, où là, c'était... Sur le week-end de Grand Prix. Ouais, après, on se demande pourquoi les performances ont baissé. Ah non, ça changeait rien, mais dès que je sortais de la voiture, je pouvais aller me connecter pour faire mes raids. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouvait à 500 ou 600 pour aller... tuer un dragon. Tuer un dragon pour récolter. Surtout que j'étais meneur de raid et de ma guilde à l'époque. Donc c'était les Happy Hibs. Et à la maison, j'avais 4 ordi. Vous jouez toujours? Vous achetez encore des... Non, j'ai eu des enfants à la place. Donc vous achetez des jeux vidéo, là encore? Vous êtes collectionneur? Oui, j'ai collectionné
J'ai collectionné pas mal d'ordinateurs des années 70, 80, les ordinateurs avec lesquels j'ai grandi et les jeux de l'époque aussi, parce qu'ils étaient magnifiques. Souvent, il y a des livrets de 80 pages, donc des très vieux jeux. Donc ce qui est fou, c'est qu'ils fonctionnent encore, donc ça, c'est génial. Mais c'est vrai que cette période de jeux online, ça a duré 10 ans et c'était beaucoup d'heures par semaine, même quand je rentrais à la maison. Le débit n'était pas super rapide. En piste, ça allait un petit peu plus vite. Ça vous faisiez quoi? Il y avait plus de débit, oui. Fin août 1999. Fin août 99. Ouais. Là, je suis BAR. Ouais, absolument. On est en Belgique. Je me mets dans le mur, c'est ça? Ah oui, joliment. Alors, Ah, elle est belle, celle-là. bim, ouais, une là, voiture ouais. à l'envers, détruite dans le Ouais. rayon. J'ai vu les étoiles cette fois-ci. Et après, lui, il y va de même. Et lui, c'est qui? Mon coéquipier, Zonta. Sauf qu'on n'a pas compris pourquoi il s'est mis dans le mur, parce qu'il levait. Ouais, parce que vous êtes un modèle. Il a voulu faire pareil. Oui, et il a cogné fort aussi. Donc en quelques minutes, la deux voitures détruites. C'était un pari entre Non, vous? non, tout le monde a dit que c'était un pari, mais il n'y a pas eu de pari. Je lui ai sûrement dit, écoute, toi, t'es pas un vrai si tu passes pas à fond dans le rouge. Ah oui, donc ça quand même, ça ressemble à un pari. Oui, c'est un mais peu de la non, c'est pas un provocation. pari, Ça. c'est pas un pari, parce que de toute façon, moi, en 96, 97, 98, j'étais passé à fond. Je pense qu'il n'y a que Schumacher à l'époque qui avait réussi à passer à fond aussi, et ça faisait gagner 5 centièmes sur le tour. Donc une prise de risque qui ne servait pas à grand-chose, à part la fierté. L'ego. Et là, quand je me suis mis dans le mur la deuxième fois, Patrick Gued est venu me voir fâché en me disant d'arrêter de prendre des risques. Et Jean Alési aussi. Il me dit que ça passe pas à fond, arrête, c'est dangereux. Je dis oui, je passe à fond. Non, je te crois pas. Il était vraiment fâché. Et je voyais que ça l'avait perturbé, que je me sois mis dans le mur comme ça l'avait touché. Donc ça m'a fait réfléchir. Mais cette fois-là, avec la BR, ça passait vraiment pas à fond. Ah bah oui. Où il fallait un coup de bol. Ça tape à combien là 300. Ça n'a pas bien rebondi. J'ai vu les étoiles et je suis sorti de la voiture et là, je ne savais plus où j'étais. Donc je commence à marcher, à m'éloigner de la voiture et je me rends compte que je suis en train d'aller traverser la piste. Je voulais surtout pas qu'on se rende compte que j'avais pris un pet au casque. Et là, je savais qu'il fallait pas que je reprenne la voiture parce que je sais que j'avais pris un choc. Mais je pouvais pas prendre la décision même. Donc j'espérais que Craig me dise non, ok, c'est bon, c'est fini. Que le docteur aussi. J'avais les yeux dilatés. Donc il y a quand même des signes. Et bien non, c'est bon, tu veux y retourner? J'ai dit ben ouais. Donc je m'assis dans la voiture. Par ça, c'était le premier tour qualif. Donc j'avais même pas un tour. Donc je partais dernier si je retournais pas en voiture. Je retourne en voiture. Et là, physiquement, c'était dur. J'arrivais plus à tourner le volant. Le volant était lourd, donc le coup d'adrénaline de l'accident m'avait enlevé toute l'énergie. Donc c'était vraiment compliqué et j'étais une seconde moins vite. Donc j'ai fait un tour, je suis rentré, j'ai dit écoute, j'arrête. C'est la seule fois de toute ma carrière où ça m'est arrivé. Et c'était vraiment très difficile à accepter, très difficile de prendre ces décisions et de le dire à tout le monde, non, c'est moi qui arrête. Tout de suite, on a l'impression d'être un loose, quoi, de pas être à la hauteur. C'était vraiment difficile. Aujourd'hui, il m'aurait pas laissé rouler. Même le lendemain au Grand Prix, il m'aurait pas laissé rouler. On a trouvé du monde pour témoigner contre vous. Encore un. Jacques, ton RS6 rose, est-ce que tu es vraiment sûr qu'on l'a pris là? Votre voiture, C'était Franck. c'est Franck Montagny. Il adore le rose, alors de quoi il se plaint? C'est sa couleur On peut se favorite. poser la question quand même. Oui, La quoi? discrétion, elle est où là? Non, la discrétion, non. C'est ça, quoi l'inspiration? Non, ça, c'est mon casque. Ah bah tiens, il est là le casque. Ouais. Vous l'aviez dessiné Alors, quand, en maternelle? Non, à 17 ans. Ah bah super, bravo. Quand vous j'avais avez commencé la 5 course feutres. automobile, et j'avais le souvenir de mon père qui dessinait son casque. Pour moi, qu'un pilote ait son casque, qu'il ait dessiné lui-même, c'est une chose primordiale. C'est l'âme du pilote. Voilà. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas très discrète. Oui. Donc aux douanes, on m'arrête tout le temps. Ah oui, vous êtes beaucoup amusé. Mais un de mes fils m'a dit, tu viens pas me chercher à l'école avec. Bon, maintenant il s'est calmé, ça va, mais au début, il refusait. Mon téléphone qui sonne, Ouais. c'est ma sonnerie. On va l'écouter un peu, je l'adore cette musique. Je ne donnerai Menteur. jamais assez pour mériter ce que tu m'apportes. Touche de Québécois. Je ne rendrai C'est pas une chanson jamais assez triste, service. oh, les gars. Je ne tiendrai jamais assez de portes. Mais c'est pas la meilleure, il y en avait pas une autre? Qu'est-ce que c'est? Hein, c'est une chanson, j'ai fait un album, je me suis amusé, j'ai toujours écrit de la musique, mais comme ça, en 96, je me suis acheté une guitare. J'avais rencontré Mike Oldfield, celui qui a fait Tubular Bells, et il m'avait montré que toute sa musique, il la faisait à la guitare. Et là, j'ai acheté ma première guitare, j'ai acheté un bouquin avec 4 accords, je suis arrivé au Brésil et j'ai commencé à écrire. Il y avait besoin de 4 accords pour cette chanson. C'est une chanson que Garou avait dans ses tiroirs, qu'il n'allait pas faire.
Et donc, bah, tiens, elle est marrante, elle est québécoise, surtout que j'arrive pas à écrire en québécois. Je lui ai demandé si je pouvais l'utiliser. Il m'a dit, ah oui, avec plaisir. Donc voilà pourquoi elle a terminé sur mon album. Mais c'est pas une des chansons que j'ai écrites. Et vous avez déclaré à l'époque, je ne fais pas de la musique pour baisser mes culottes. Qu'est-ce que ça veut dire là? Vous pourrez des culottes encore? On y revient encore? Felipe Massa, on a des culottes? Alors, vous avez une culotte? Non, ça serait bien d'avoir la question à cette réponse. Ça a vendu? Non. Ah bah, ça aurait cartonné, c'est sûr. Non. Les années 90, c'est les boys bands. Vous prenez pour un boys band, Jacques Villeneuve? Ouais, pas mal, hein. C'est quoi ces c'est photos plus, torse nu, là? Ouais, c'est plus. Je manque un peu de gym aujourd'hui. C'était un plaisir de se montrer comme ça. Écoutez, c'est sur l'équipe voulait. Pardon, quoi? Non, l'équipe Stéphane, je m'amusais, j'étais célibataire, donc pourquoi pas. J'aimerais bien retrouver le corps comme ça, là. C'est vrai que c'est. Je vais l'amener à ma femme, et maintenant, tous les jours, elle me dit OK, au gym demain. À la salle de sport, on dit. Dans notre enquête, on a découvert que... C'est assez facile de trouver des gens qui balançaient sur vous. OK, génial. Vous avez beaucoup d'ennemis? Je pense pas, non. Mais apparemment, oui. Donc, qui est le prochain? Alors, on a notre liste, si vous les reconnaissez. Tous ces potes, Tous ces gars sûrs, comme on dit? Non, des gosseurs. Des gars sûrs? Alors. Robert Kubica. Ouais, on a beaucoup de. Il vous a pris votre volant en F1. Vous arrêtez votre carrière à cause de lui. En partie, mais c'est pas lui directement, parce que c'est pas lui qui a pris la décision, c'était Mario Tyson. J'ai signé chez Sauber, et Sauber m'a dit tu vas être super content parce que l'année prochaine il y a un constructeur qui vient, tu vois, ok génial. Je reçois un appel de Bernie Ecclestone qui me dit au fait Tyson il te veut pas. Donc on va lui prendre un max de blé, t'arrêtes de rouler. Et j'étais en fait, c'est marrant, quand il m'a appelé, j'étais dans le studio en train d'enregistrer l'album. Et là je dis à Bernie non, tu te trompes, moi je vais rouler. Et puis j'ai raccroché. Il est là, Bernie Ecclestone, on l'a mis dans la liste. C'est toujours bien, j'ai toujours eu un très bon rapport avec lui. Donc le Mario Tyson, avant le début de la saison, il m'assied avec ses avocats, il me dit écoute, soit tu changes ton contrat, on te vire quand on veut, soit tu roules pas et tu te bats contre nos avocats. Donc c'est pas Kubica qui a créé le problème ou qui a remplacé, c'est que Tyson de toute façon ne me voulait pas dans l'équipe. Donc c'était un peu compliqué. Juste, si on résume. Voilà un peu tout. Kubica, Oui. c'est pas un ennemi. Ecclestone, c'est pas un ennemi. Briatore, c'est pas un Non, ennemi. c'est Montagny, c'est pas un ennemi. Non. Il reste David Richards. Ah, C'est lui qui a remplacé Ouais. votre pote, votre manager, co-créateur avec vous de Oui. l'écurie BAR. On a un témoignage concernant David Richards. ok. J'ai jamais accroché avec David Richard, pour être honnête. Olivier Panis. Mister Smiley, je l'appelais, il se marrait tout le temps, mais tu savais qu'il essayait de te mettre une banane quand même. Donc bon, écoute, il me dit, Olive, t'inquiète pas, j'envoie un contrat à Didier. Je veux virer Jacques. Je veux plus de Villeneuve. Olivier Panis, c'était votre coéquipier chez BAR. Oui. Et on en avait parlé d'ailleurs. Avec Olivier, on a eu une relation. Je pense que c'est le coéquipier avec lequel je me suis le mieux entendu de toute ma carrière parce qu'on travaillait vraiment en binôme. Il y avait- Moi, vous partagez la détestation Ouais, de David Richards. ouais. On travaillait en binôme, il y avait un respect mutuel qui était incroyable et jamais un essayait de prendre la place de l'autre. C'est toujours entraidé, c'était vraiment exceptionnel. Le problème avec Richards, il est venu me voir en Suisse avant le début de la saison, avant le début des essais. Il m'a dit écoute, moi je veux travailler avec toi. Et moi je lui ai répondu oui, mais moi je suis avec Craig. En 5 secondes, là il a pris la décision de me massacrer. Votre carrière s'est achevée en F1 en 2006, 10 ans après votre premier Grand Prix. Avec des regrets, vous n'avez jamais dit. Non, je suis j'étais pas prêt. retraité, Non, j'étais pas prêt. Malheureusement, ça s'est arrêté après le Grand Prix d'Allemagne. Je me suis sorti en course, on a eu un problème sur l'aileron et je dis il faut qu'on change, il faut qu'on s'arrête parce que je vais me mettre dans le mur. La voiture, j'étais en travers partout comme en rallye, c'était inconduisible. Il dit non, t'as beaucoup d'essence, on va tenir. Et je me suis finalement mis dans le mur dans le dernier virage. Bon, je rentre chez moi, le lundi, je reçois un appel de Tyson. Ah, au fait, c'est bon, t'arrêtes cette année, tu t'es fait mal. Non, je me suis pas. Oui, tu t'es fait mal, on te veut plus dans la voiture. Ah, ok. Et voilà, ça s'est arrêté comme ça. Vous aviez peut-être cassé assez de voitures pour arrêter là, même. Bon, une par an, ça va. Toute cette amertume, c'est ce qui vous a amené après au micro de Canal+, depuis 2013, à être critique, agressif. Vous attaquez même au GOAT, au plus grand, Lewis Hamilton. Pourquoi? Il m'a jamais dit merci. Il m'a jamais dit merci d'avoir fabriqué mon écurie et Toto non plus d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez contre lui à un moment là? Non, rien. Pourtant, là, oui, c'est votre hallucinant. histoire, elle était trop belle au début. Là, Incroyable. regardez comme il était Incroyable. Qu'est-ce qu'il a vieilli? mignon. Ah bah parce que nous, vous n'avez pas changé, vous. Ce que j'ai appris à faire au fil des années, c'est d'essayer d'un peu mieux construire les commentaires. Parce que c'est important de donner, aussi du matériel, du raisonnement. De mettre un masque de catch pour dézinguer tout le monde, comme ça. C'est vrai qu'on s'amuse bien avec Julien. On n'est a pas là du pour fun. s'amuser, quoi. Il faut à l'antenne parce que Vous c'est quand avez même détruit des carrières. Vous avez détruit, vous aucune. êtes attaqué Aucune. à Daniel Ricciardo, le Ok. plus sympa. Je vais faire comme vous, là. Voilà. Hop.
Non, vous allez le mettre vous en plus, vous Non, qui êtes merci, hypochondriaque. merci. Non, bah, je vais faire attention à ma coiffure. Ouais, c'est ça. Daniel Ricciardo, le mec que tout le monde adore, le plus sympa, vous avez détruit sa carrière. J'ai pas détruit sa carrière. Ah bah non. Il a pas sa Pas place du en tout. Formule 1, 2 semaines après, il est viré. Tout le monde parlait comme s'il venait de gagner 3 championnats du monde et que c'était dur, il n'y avait pas de volant. J'ai dit non, faut regarder la réalité. Il n'y avait pas une critique agressive, méchante. C'était purement ramener des faits. Vous avez des amis dans ce milieu? Ou Beaucoup. dans un paddock, là, Chez les pilotes, chez où, à quel niveau? partout? Vous êtes champion du monde avec Williams. Vous êtes le dernier pilote champion du monde avec Williams. Pendant des années, vous n'alliez plus trop les voir. Maintenant, vous êtes ambassadeur de l'équipe, mais vous étiez à un moment fâché, Il y a plusieurs personnes qui ont changé. Donc il y a eu une période où le courant ne passait pas. Et maintenant, ce ne sont plus les mêmes personnes. D'ailleurs, James Vowles était un jeune qui est le team principal de Williams maintenant, était un jeune ingénieur qu'on avait pris chez BAR à ses tout débuts en Formule 1. Donc on se connaît très bien. La grille actuelle, Oui. Max Verstappen, quadruple champion du monde, Ouais. Alonso, Ouais. 2 fois, Hamilton, 7. Ça en fait du championnat. Non, mais des champions du monde en puissance, peut-être. Leclerc, Norris, Piastri. Mhm. Vous situez où, là? Si vous étiez de la même génération, vous... Oh, moi je me mets avec Alonso parce qu'on vient à peu près de la même époque. Et vous êtes capable de vous battre? Là, on c'est, vous donne une F1 C'est facile de se rapprocher et d'être moyennement compétitif. Par contre, pour faire la différence comme le font Alonso, comme le font Norris et Verstappen, c'est vraiment très compliqué. Et donc vous avez quand même de l'admiration pour Lewis Hamilton? Ah C'est oui. le plus grand de l'histoire? C'est celui qui aura le plus marqué l'histoire. Le plus grand, après, c'est difficile à dire parce que comment est-ce qu'on peut comparer un pilote des années 2000, 2020 à un pilote des années 50, 60, à un Fangio? Les époques sont trop différentes. La prise de risque est trop différente. Un pilote qui survivait et qui gagnait à l'époque, wow, comme un Jackie Stewart, ça c'est impressionnant. Aujourd'hui, c'est un pilote qui gagne incroyablement de quantité de championnats, ça c'est impressionnant. En 2005, vous êtes chez Sauber. Oui. Vous finissez le championnat derrière Felipe Massa, Ouais, ça fait mal. qui après finit derrière Valtteri Bottas, quand ils sont ensemble chez Williams. Ah ouais. Et mince. Bottas finit derrière Guan Yu Zhou l'année dernière chez Sauber. Si vous la faites comme ça, là, c'est vrai, Guan Yu Zhou devrait être champion du monde. Ou vous devriez être dernier sur la grille de départ en 2025. C'est dur de regarder comme ça, oui. Bon, d'accord. Qu'est-ce que je peux répondre à ça? Là, ça fait 12 ans chez Canal. Oh, Faut balancer sur vos collègues, là. 12 ans? Qu'est-ce que ça passe vite? Ouais, j'ai fait plus de Grands Prix. Il se passe quoi dans cette cabine avec Julien Febvreau, là? Plein de choses, plein de choses. Tout n'est pas filmé, tout n'est pas bon à dire à l'antenne. J'ai pas l'impression que ça fait 12 ans, ça passe tellement vite. Et généralement, quand on s'éclate, quand on s'amuse, c'est pas toujours le cas, il y a quand même des journées, c'est un peu plus compliqué, bah, le temps passe vite. Et pratiquement que des bons souvenirs. Parce que j'ai grandi quand même dans le sud de la France, donc avec Canal. Et ça a toujours été très ouvert d'esprit, très libre. Lorsqu'il y a eu cette opportunité de commencer au début de Canal avec la F1, et en plus avec Julien que je connaissais bien, ça m'a aidé à accepter, en partie parce que c'était Canal. Vous parlez de Canal depuis votre enfance. Vous connaissez Michel Denisot? Bien sûr, j'ai fait une émission avec Michel Denisot. J'ai grandi en regardant Michel Denisot. On l'a. Comment vous vous voyez à 50 ans? Le jour où j'arrête de piloter, je crois que je me tiendrai quand même assez loin de la voiture. Ah bah j'ai Je menti. pense automobile, peut-être en musique, en informatique, je sais pas. Mais bon, dans 25 ans, le monde aura tellement évolué qu'il est impossible de savoir ce qu'on va faire. Avec beaucoup d'enfants? Des enfants, beaucoup, je sais pas. Oui, mais des enfants, ça c'est sûr. Ah, je m'étais planté là à 50 ans. Sur les deux, il est fort. Non, les enfants, c'est bon. Il est fort, Michel Denisot. Beaucoup Il est d'enfants. fort. Il dit pas 1 ou 2 enfants, il dit beaucoup. Ouais, Vous en ouais, avez combien? il est visionnaire, j'en ai 7. Il est visionnaire, il y a la musique, donc ça, je m'étais pas trompé, mais je pensais me tenir loin de la... En tout cas, je me voyais pas commentateur c'est vrai que le monde a énormément changé, le milieu de la Formule 1 aussi. Celui de l'époque où je roulais, je pense pas que je me serais venu commentateur. C'est vrai. Vous avez 53 ans et vous êtes toujours sur les Ah circuits. oui, non, mais c'est vrai, je me souviens, je pensais vraiment qu'une fois que je pilotais plus, je voulais être très très loin de ce milieu. J'aimais pas être dans le paddock. J'aimais piloter, mais j'aimais pas être dans le paddock. Vous êtes meilleur pilote ou meilleur commentateur? J'étais meilleur pilote, je voudrais dire, meilleur pilote, mais j'ai fait plus longtemps le commentateur dans la F1, donc ça c'est un peu dérangeant, mais meilleur pilote. Vous avez menti Quand? depuis qu'on est ensemble? Je ne crois pas, non, il y a peut-être des souvenirs qui sont différents de la réalité, ça c'est... Ah ben, Ça arrive. ça vous arrange bien alors. Oui. Donc Non, on va mais se revoir alors. oui, mais non, mentir, non, je pense pas. Je préfère, plutôt que de mentir, je préfère dire non, je dis rien. Hop, on se tait. C'est votre droit. On va analyser ça. C'est bon, on y va. Pas de menottes? Allez, au revoir, monsieur Villeneuve. À bientôt.